Du coup, bon, petit cours sur la thermorégulation en phase pas juste péropératoire, mais périopératoire. Bon, c'est un cours dont la conclusion finale sera finalement assez simple, mais entre-temps, il y a pas mal de petites notions à discuter. Alors, moi, j'arrive pas à faire démarrer mon PowerPoint si c'est bon. Attendez. Alors, j'ai perdu le chat. Si quelqu'un met quelque chose sur le chat, dites-le moi parce que j'arrive pas à faire avancer le PowerPoint en même temps que de Ne vous garder la inquiétez pas, fenêtre. je l'ai, Adrien, donc je Ok. regarderai. Donc, bon, la température corporelle chez nous est régulée quand même de manière extrêmement fine, avec des écarts par rapport à une température normale qui est très réduit. Les définitions de l'hypothermie, c'est en dessous de 35 degrés. Elle sera modérée entre 34 et 35 degrés, puis sévère en dessous, très sévère en dessous de 28 degrés. Globalement, les problématiques d'ordre de type trouble du rythme sont essentiellement à partir de 32 degrés. Mais il y aura avant ce seuil-là pas mal de conséquences métaboliques, de dysfonction d'organes et autres qu'on reverra par la suite. Donc pour que cet équilibre thermique soit finement régulé, il y a évidemment des mécanismes à l'origine de ça. La production de chaleur est notamment issue du métabolisme corporel, issue à la fois des nutriments et de la consommation en oxygène. Il y a pas mal de phénomènes de transfert de chaleur qui vont avoir lieu au niveau corporel, soit entre les différents compartiments corporels, soit vis-à-vis de l'extérieur. Le principal mécanisme de déperdition ou de gain de chaleur, si jamais on est exposé à des chaleurs très importantes, c'est pas trop le thème ici, mais dans d'autres contextes, c'est la radiation, donc l'échange de température par des ondes infrarouges. Et puis, dans une moindre mesure, il y a également un mécanisme de convection. Donc, c'est tout simplement l'échange de chaleur en contact avec soit un flux d'air, soit un flux d'eau. La conduction, donc l'échange de chaleur par contact direct avec une source, avec la peau. Et puis, l'évaporation, donc essentiellement par la transpiration, la sudation et par la respiration. L'essentiel des pertes se fait quand même par la surface corporelle, comme j'ai dit, essentiellement par radiation et par sudation. Les mécanismes de convection et de conduction sont moins importants, en tout cas dans des conditions qui vont nous intéresser. C'est sûr que des échanges par convection dans le cas de noyade, si on est exposé à des eaux très froides, etc., va pour le coup prendre beaucoup plus d'importance. Les pertes de chaleur par la respiration sont quand même mineures. On sépare globalement deux grands compartiments. Le compartiment central qui va regrouper le cerveau, le thorax, l'abdomen, dont la régulation va nécessiter d'être très fine pour permettre l'homéostasie corporelle et le fonctionnement des organes nobles. Et puis le compartiment plus périphérique, donc globalement les quatre membres, où la température va être moins finement régulée, où il va pouvoir y avoir des écarts de température à ce niveau-là significatifs de 2 à 4 degrés. Mais ce compartiment périphérique n'est pas dénué d'intérêt puisque étant porteur de la plus grande masse musculaire, notamment la masse musculaire squelettique, ce compartiment va pouvoir produire beaucoup de chaleur en activant justement l'activité musculaire et en étant source de chaleur. Donc, il va y avoir des échanges importants entre cet axe central et ce secteur périphérique, soit dans le sens d'un renvoi de chaud vers le centre, soit au contraire de pertes thermiques importantes en périphérie. Les sources d'hypothermie, il y a évidemment l'exposition du patient à un environnement très froid, donc dans le cadre du bloc opératoire, ça peut tout à fait être le cas. Et les deux autres principales sources d'hypothermie sont la dysrégulation
justement thermique et qui là également va nous concerner dans le cadre de l'anesthésie, une dysfonction soit cérébrale, soit une dysfonction du secteur périphérique, et puis un bilan thermique globalement négatif qui va également nous concerner dans le cadre de l'anesthésie, puisque comme on aura affaire sûrement à une réduction du métabolisme, on aura de fait affaire à une réduction de la production de chaleur, et donc ça risque d'entraîner un bilan thermique négatif en faveur d'une hypothermie. Les mécanismes qui vont avoir lieu, c'est la perte de la redistribution interne, on va en reparler après, et puis ce sont les pertes thermiques, essentiellement par les mécanismes qu'on a déjà évoqués précédemment. Donc la régulation thermique se fait notamment de manière centrale au niveau de l'hypothalamus. Donc il y a un certain nombre de voies afférentes, de récepteurs qui vont être situés soit en périphérie, au niveau de la peau, au niveau des tissus profonds, puis au niveau du système nerveux central, donc au niveau médulaire et au niveau hypothalamique. Et donc ces différentes voies afférentes, ces récepteurs périphériques et centraux, qui vont être responsables de l'activation ou non des voies efférentes qu'on voit ici, donc, qui dépendent en grande partie du système nerveux autonome. Donc, l'activation de la sudation, si jamais on est dans un contexte plutôt d'hyperthermie, l'activation également d'une vasodilatation, là aussi dans un contexte d'hyperthermie, où l'augmentation du volume sanguin au niveau des capillaires par vasodilatation va augmenter les phénomènes de radiation thermique, donc de perte de chaleur par des mécanismes infrarouges, ce qu'on a déjà évoqué auparavant, ou à l'inverse, dans un contexte plutôt d'hypothermie, on va avoir une activation du frisson, donc une activité musculaire justement des muscles striés squelettiques qui, en se contractant, produiront des micro-contractions musculaires, donc ce qu'on appelle l'activité musculaire oscillatoire involontaire. Et ces micro-contractions musculaires seront source d'une production de chaleur, aux dépens néanmoins d'une augmentation de la consommation d'oxygène et d'une chute potentiellement de la quantité d'oxygène contenue dans le sang. Donc ce frisson pourra avoir des effets métaboliques néfastes, notamment au niveau cardiovasculaire, on en reparlera après. L'autre mécanisme du système nerveux autonome qui permettra de faire face à l'hypothermie, c'est la vasoconstriction, à l'inverse de la vasodilatation qu'on a évoquée plus haut, en réduisant le volume sanguin retenu au niveau capillaire. On diminue forcément la surface d'échange entre le sang et la peau, et donc indirectement avec l'extérieur. Donc on diminue les capacités de radiation et donc de perte thermique par infrarouge, là aussi dont on a parlé préalablement. Il y a également une thermogénèse non liée au frisson. Donc on a évoqué juste avant la thermogénèse liée au frisson. Là, il y a également une thermogénèse, donc une activation de l'activité métabolique corporelle qui peut être déclenchée, qui là aussi produira une chaleur et donc permettra de maintenir la température corporelle. Et puis il y a des réponses comportementales qui ne dépendent pas du système nerveux autonome. C'est les phénomènes justement d'agitation corporelle réflexe qu'on peut voir lorsqu'on a froid. Ça, en l'occurrence, c'est un mécanisme d'adaptation qui n'existera pas puisque nos patients seront sous anesthésie et subissant une chirurgie. Le but étant donc, pour ces mesures réactionnelles, d'assurer un bilan thermique équilibré et d'avoir autant de production que de perte pour maintenir une température satisfaisante. Donc, au cours de l'anesthésie, qu'elle soit locale, loco-régionale ou générale, on a évidemment tout un tas de réponses du système nerveux autonome qui ne vont pas pouvoir prendre le relais, notamment le niveau d'éveil qui empêchera justement les réponses comportementales, les catécholamines qu'on va pouvoir utiliser qui vont moduler l'activité métabolique, l'hyperglycémie par dysrégulation insulinique qui pourra altérer les réponses du système nerveux autonome, les agents anesthésiques qui vont moduler les réponses d'origine centrale, notamment hypothalamique, qui vont moduler les réponses de vasoplégie ou vasoconstriction, et puis des activations du système nerveux autonome ayant d'autres objectifs, le maintien de la pression artérielle, les réponses à la douleur, qui vont modifier également le comportement du système nerveux autonome face à la situation de dysrégulation thermique.
Donc tout ça pour dire qu'au cours de l'anesthésie, quelle qu'elle soit, toutes les réactions du système nerveux autonome ne sont plus assurées de manière normale et physiologique. Donc le schéma qui est devant vous illustre justement l'intervalle de régulation qui est très étroit et à partir de quel moment les mécanismes d'adaptation qu'on a évoqués se mettent en route. Donc on voit qu'ils se mettent en route très tôt, à la fois dans le sens d'une hyperthermie ou dans le sens d'une hypothermie. Et à l'inverse, sous anesthésie, on voit que l'intervalle de réaction de ces mécanismes d'adaptation, pour le coup, est beaucoup plus large et les mécanismes censés réguler la température s'activent de manière beaucoup plus tardive, donc avec une efficacité qui sera retardée et moindre. Donc il va falloir qu'on agisse évidemment pour réguler nous-mêmes cette température. On parlait tout à l'heure d'un compartiment central et d'un compartiment périphérique. On voit que dans un état physiologique satisfaisant, la température corporelle centrale sera plus élevée que la température périphérique, ce que je vous disais préalablement, et notamment du fait d'une vasoconstriction périphérique, diminuant le volume sanguin en périphérique et redirigeant le volume sanguin vers le secteur central de manière à limiter les pertes en termes de radiation en périphérie. Et sous anesthésie, évidemment, ces mécanismes de vasoconstriction sont mis en défaut, notamment du fait des agents anesthésiques, avec une vasodilatation induite sur le secteur périphérique, qui fait que le volume plasmatique est plus important en périphérie, moins important au niveau central, que donc les pertes thermiques par radiation sont plus importantes. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de redistribution, et donc ce phénomène de redistribution, il est moins adapté sous anesthésie que de manière physiologique sans anesthésie. Donc on voit ici que les différents mécanismes d'adaptation justement sous différents drogues hypnotiques, que ce soit des halogénés ou du propofol, mais également face à des morphiniques. Donc on s'aperçoit que donc, les courbes avec le triangle correspondent à des situation plutôt d'hyperthermie, où on voit que sous halogéné, propofol et sous morphinique, les phénomènes de sudation interviennent de manière plus tardive, et ce, plus la concentration est élevée, et qu'à l'inverse, face à une hypothermie, les phénomènes de vasoconstriction et de frisson vont intervenir de manière de moins en moins efficace et de manière de plus en plus tardive au fil de l'augmentation des concentrations d'halogéné, de propofol et d'alpha-fentanyl. Donc ça illustre bien ce que je vous montrais en montrant que sous anesthésie, les mécanismes d'adaptation et la finesse de la régulation est d'autant moins bien adaptée que les doses utilisées sont importantes, et ce, quel que soit le traitement hypnotique ou morphinique qu'on peut avoir choisi. Bon, c'est une petite diapositive qui récapitule donc les principaux problèmes auxquels on va être posé. Donc, pas une vasodilatation périphérique notable, une absence de thermogénèse non liée au frisson, mais également liée au frisson, puisque le frisson n'aura pas lieu, une réduction de la production thermique par un hypométabolisme et une altération de la redistribution habituellement faite de la périphérie vers le centre. Donc, on voit un petit peu ce qui se passe sous anesthésie générale. La production métabolique qui est beaucoup plus faible, et ce, d'autant plus faible que la durée de l'anesthésie augmente, la température corporelle qui diminue, et des phénomènes de redistribution qui se font de moins en moins efficacement au fil de la durée de l'anesthésie générale. À noter que ce phénomène se comporte de manière un peu différente chez les personnes qui sont en surpoids, voire en obésité. On a en dessous notamment la surface corporelle, mais on aurait également plus enfin, c'est également équivalent à l'IMC. Chez les personnes en surpoids ou obèses, il y a une masse grasse en périphérie qui est évidemment plus importante et qui va jouer le rôle d'isolant. Donc, chez ces personnes-là, l'absence de redistribution de la périphérie vers le centre va avoir moins d'effet. C'est-à-dire que la vasodilatation périphérique sera source de moins de pertes thermiques par radiation, puisque la masse graisseuse va limiter ces pertes par radiation. Donc, on a les points le plus situés vers la droite qui correspondent aux plus obèses, et on voit qu'ils ont
perte de température corporelle qui est moins importante que les points sur le graphique qui sont situés vers la gauche, où les pertes de température corporelle sont plus marquées. Et ces patients-là sont ceux ayant une surface corporelle ou un IMC moins élevé. Donc l'obésité ralentira les pertes thermiques. Néanmoins, il est probable qu'une fois que les pertes thermiques seront survenues, parce qu'elles surviendront tôt ou tard, il sera plus difficile de réchauffer ces patients, parce qu'à l'inverse, les moyens de réchauffement qu'on a, notamment le réchauffement externe, pour le coup, sera moins efficace également du fait de la présence de masse grasse. Donc, c'est des patients qu'il ne faudra surtout pas laisser se refroidir, parce que si on les laisse se refroidir, le réchauffement n'en sera que plus difficile. Alors, on va essayer de regarder un petit peu si toutes les chirurgies, quand est-ce qu'il faut se poser la question du réchauffement de nos patients. On va essayer de balayer un petit peu les différents types de chirurgies sur lesquelles on a trouvé des données. J'ai trouvé des articles qui illustraient ça. Les chirurgies majeures, là, il s'agit de chirurgie colorectale. On voit que l'hypothermie est un problème, que plus la durée de l'intervention avance, plus l'hypothermie est marquée et que cette hypothermie commence relativement tôt, puisque au bout de 2 heures, les patients sont en dessous de 36. Les graphiques verts représentent le pourcentage de patients qui est en dessous de 36 degrés. Donc, on voit que le pourcentage de patients à cette température-là est tout à fait notable. Donc, évidemment, dans les chirurgies majeures, là ici c'est la chirurgie abdominale, ce serait vrai dans la chirurgie thoracique, l'hypothermie est un problème et il va falloir s'en préoccuper. Autre étude, il s'agit d'orthopédie, donc il s'agit de chirurgie d'épaule, entre guillemets simplement d'arthroscopie. C'est une étude qui étudiait certains mécanismes de réchauffement. On ne va pas parler de ça ici, on va surtout regarder si ces patients sont hypothermes ou pas. Et en l'occurrence, on s'aperçoit qu'on a une bonne proportion de patients, 91 patients dans le groupe test, 94% dans le groupe non-test, qui sont hypothermes, avec des températures inférieures à 36, donc y compris dans des chirurgies orthopédiques, certes d'épaule, mais sous arthroscopie, le problème de l'hypothermie se pose. Toujours de l'orthopédie, si une étude aux chirurgies de prothèse totale de hanche ou de genou, sans surprise, on s'aperçoit également que le pourcentage de patients présentant une hypothermie est notable. Donc, dans ce type de chirurgie également, il faudra se préoccuper de la température de nos patients et de l'absence de survenue d'hypothermie. De manière peut-être un petit peu moins intuitive, une chirurgie gastro-intestinale mais sous laparoscopie, donc en célioscopie, où là également on s'aperçoit qu'en l'absence de stratégie de réchauffement, donc c'est le groupe contrôle, les patients deviennent hypothermes et passent en dessous de 36 à partir d'1 heure d'intervention. Donc c'est quand même relativement rapide. Donc là aussi, y compris pour des chirurgies sous célioscopie, se préoccuper de la température sera nécessaire. De manière peut-être moins intuitive également, une étude, on en reparlera un peu plus tard, sur les femmes subissant une césarienne. Là aussi, celles chez qui il n'y a pas de stratégie de réchauffement terminent pour un chiffre médian de température en dessous de 35 en fin d'intervention. Donc là aussi, y compris pour ce type de chirurgie qui peut parfois ne pas être très longue, une stratégie de réchauffement sera à mettre en place. De manière probablement encore moins intuitive, chirurgie de thyroïde qui pourrait là aussi paraître peu invasive ou peu agressive en termes de risque d'hypothermie. Et pourtant, là aussi, au bout de 60 minutes, même 30 minutes dans cette étude, une bonne partie des patients sont en dessous de 36. Donc là aussi, pour ce type de chirurgie, se préoccuper de la gestion de la température sera nécessaire. Donc la synthèse de tout ça est finalement assez simple, mais probablement qu'il faut se préoccuper de la gestion de la température pour tout type de chirurgie, peut-être entre autres à cause de l'environnement du bloc opératoire qui est souvent une température pas très élevée, mais il n'y a pas de chirurgie pour lesquelles il ne faille pas se préoccuper de ce problème. La question ensuite, c'est de savoir pour quel type de durée de chirurgie est-ce qu'il faut se préoccuper de la gestion de la température.
On voit cette courbe de décroissance de la température au fil d'une intervention chirurgicale. On retrouve ça dans d'autres types de données également. La température chute très vite, commence en tout cas à chuter très rapidement et se stabilise ensuite à des températures relativement basses. J'ai utilisé simplement ce graphique pour l'illustrer, mais on le retrouve dans d'autres types de données. Le message, c'est que probablement il faut se préoccuper tout de suite du réchauffement et de la prévention de l'hypothermie et ne pas se dire c'est une intervention qui dure 30 minutes, qui dure 1 heure, c'est court, inutile que je me préoccupe du problème. Probablement que même pour des interventions courtes, il faut agir sur la gestion thermique de nos patients. L'autre question, c'est est-ce qu'il faut s'intéresser au problème de l'hypothermie uniquement une fois qu'ils sont sous anesthésie générale ou est-ce qu'il faut s'en préoccuper dès la phase d'ALR? Dans cette étude, il y avait une nette différence chez les patients qui avaient été équipés d'ALR et qui n'avaient pas été réchauffés au moment de l'ALR. Donc, probablement que même s'il y a une anesthésie loco-régionale qui survient avant l'anesthésie générale, il faut commencer à les réchauffer, y compris pendant la phase d'ALR pré-anesthésie générale. Est-ce qu'il faut se préoccuper de réchauffer les patients qui n'ont pas d'anesthésie générale, mais qui auront une rachianesthésie, une anesthésie péridurale peut être utilisée de manière chirurgicale? La réponse c'est oui. Toujours cette étude chez les femmes qui avaient subi une césarienne. Ces césariennes étaient faites sous rachianesthésie et donc, comme je le disais préalablement, celles qui n'avaient pas eu de stratégie de réchauffement, bien que ce soit sous rachianesthésie, finissaient hypothermes. Donc, il faut probablement les réchauffer dès qu'on fait de la ALR, y compris si une AG s'ensuit, mais il faut également les réchauffer si on fait une ALR périmédulaire seule, que ce soit anesthésie péridurale ou rachianesthésie. Alors, c'est 2 points qui illustrent ce travail. Le premier, c'est que donc en blanc, vous avez une anesthésie périmédulaire et en noir, l'anesthésie générale. Donc, pour appuyer ce que je viens de dire, les patients ayant une anesthésie périmédulaire se refroidissent autant que ceux ayant une anesthésie générale. Néanmoins, ceux qui avaient une anesthésie périmédulaire seule se réchauffaient plus facilement après. Donc, ça veut simplement dire qu'il faut réchauffer tout le monde et qu'on aura probablement un peu plus de facilité à le faire pour les suites chez ceux qui n'avaient qu'une anesthésie périmédulaire. Donc, ça tempère légèrement ce que je disais juste avant. Alors, pour être tout à fait honnête sur tout ce qu'on retrouve dans la littérature, ça c'est un travail qui a été fait uniquement dans un contexte d'obstétrique et donc de maternité, chez des parturientes qui avaient une péridurale pour leur accouchement et donc chez qui on retrouvait pour le coup un effet plutôt d'hyperthermie chez celles qui avaient une anesthésie péridurale. Probablement que ce genre de travail ne doit s'appliquer qu'au contexte de l'obstétrique et de la maternité, puisque le contexte de la maternité, où il y a évidemment un effort très important qui est fourni, on ne peut pas tout à fait comparer cette situation à une stratégie qu'il faudrait mettre en place au bloc opératoire. Donc, je pense que c'est les travaux qui parlent d'hyperthermie sous péridurale dans le contexte de la maternité et de l'obstétrique ne doivent pas venir contredire les messages que j'ai exprimés avant sur l'anesthésie périmédulaire, rachis et péridurale. Donc simplement pour souligner ça, si jamais vous entendiez parler de ce type d'effet potentiellement hyperthermique de la péridurale dans le contexte obstétrical de la maternité. On va regarder un petit peu ensuite les facteurs de risque de survenue d'hypothermie, parce que donc, pour l'instant, on a dit qu'il fallait réchauffer pour toutes les interventions, pour tous les types d'anesthésie, que ce soit de l'anesthésie générale, de l'anesthésie périmédulaire, qu'il fallait réchauffer les gens très tôt et quelle que soit la durée de l'intervention. Donc, pour l'instant, on a globalement dit qu'il fallait le faire à tout le monde, tout le temps, quelles que soient les circonstances. On va essayer d'y voir quand même, d'essayer d'affiner un petit peu ça.
identifier les facteurs de risque des patients qui seraient particulièrement à risque d'hypothermie, même si on a un peu dit que tout le monde l'était. Donc ce travail dans la chirurgie majeure colorectale qui analysait en fait l'âge des patients. Donc il y avait les 70 ans et plus vieux et les moins de 70 ans. La couleur violette donc représente les plus de 70 ans. Donc on s'aperçoit que de manière significative, ceux qui ont plus de 70 ans ont une température qui chute plus vite et plus bas que les moins de 70 ans. Et puis les barres en violet versus bordeaux représentent le pourcentage en violet de patients de plus de 70 ans qui avaient une température inférieure à 36. Donc là aussi, on voit que les plus de 70 ans étaient plus fréquemment en dessous de 36 que les moins de 70 ans. Donc l'âge, avec une barrière dans cette étude à 70 ans, serait un facteur de risque d'hypothermie, notamment dans les chirurgies majeures. Donc peut-être que chez ces patients, il faudrait être encore un petit peu plus agressif qu'on ne le serait chez d'autres. Autre facteur qui a été identifié, c'est le facteur de risque chirurgie programmée versus chirurgie urgente. Dans ce travail, donc en bleu, on avait la chirurgie programmée, en orange, la chirurgie urgente. De manière peut-être un peu contre-intuitive, on s'aperçoit que les patients qui ont une chirurgie programmée ont plus rapidement une température qui décroît et descendent plus bas et sont plus fréquemment en dessous de 36, comme le témoignent les histogrammes. Ce résultat, oui, comme je disais, un peu contre-intuitif, peut-être à expliquer par le fait que les patients ayant une chirurgie programmée peut-être descendent de manière un peu plus tôt au bloc opératoire, attendent peut-être un petit peu plus dans un environnement dans les salles préopératoires avant d'être rentrés en salle interventionnelle dans un contexte avec une température un peu plus froide. Premier point peut-être explicatif. Autre point, peut-être que les patients qui subissent une chirurgie urgente la subissent peut-être plus souvent pour des raisons septiques. Donc, ils ont peut-être une température basale qui est plus fréquemment élevée à cause d'un sepsis. Donc, ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas réchauffer les patients qui sont opérés pour une chirurgie urgente. Mais néanmoins, c'est en tout cas le facteur de risque chirurgie programmée ressort dans cette étude qui était également sur une chirurgie abdominale majeure. Toujours dans le même travail, les autres facteurs de risque qui ressortent comme étant à risque d'hypothermie. Alors, de manière limite, on a la mise en place d'une anesthésie péridurale qui sort en univarié, pas en analyse multivariée. Bon, ça paraît très logique puisque l'anesthésie péridurale peut éventuellement majorer la vasoplégie périphérique. Néanmoins, quand on fait une anesthésie générale majeure associée à une anesthésie péridurale, souvent on utilise des doses d'hypnotique et de morphinique un peu moins importantes. Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi ce facteur ne ressort pas dans l'analyse multivariée. On retrouve comme autre facteur, comme je l'évoquais, la température initiale, c'est-à-dire qu'évidemment, ceux qui arrivent déjà légèrement hypothermes au bloc opératoire sont encore plus à risque d'être hypothermes pour la suite de l'intervention. Là, on enfonce un peu une porte ouverte en disant ça. Et puis sinon, il y avait effectivement l'âge et puis le caractère programmé de la chirurgie. Essayer d'identifier un peu les facteurs de risque d'hypothermie péropératoire dans un contexte de chirurgie sous célioscopie, chirurgie abdominale. Les autres facteurs qui ressortent de manière assez logique, il y a la durée de l'anesthésie, la durée de la chirurgie, qui de manière assez logique sont relativement corrélées. Et puis, on n'en a pas encore parlé, les pertes hémorragiques qui impliquent forcément une perte de volume sanguin chaud, remplacé éventuellement par des concentrés globulaires qui ne seront pas forcément réchauffés avant d'être transfusés. Et puis, la quantité de remplissage, donc de fluide administré en péropératoire, là aussi, qui ne seront pas forcément réchauffés, donc qui viendront refroidir la température corporelle. Alors, après avoir évoqué donc les facteurs de risque
d'hypothermie, on arrive à peut-être sélectionner un petit peu mieux les patients chez qui on aura vraiment une stratégie agressive. On va essayer de voir ce qui se passe en cas d'hypothermie et pourquoi est-ce qu'en fait, il ne faut pas laisser nos patients à 35 degrés et quel impact ça peut avoir. Comme on l'a dit au début, l'hypothermie, la température pardon, est un facteur homéostasique qui est finement régulé. Et s'il est finement régulé, c'est parce qu'il va avoir un impact sur le métabolisme cellulaire, mitochondrial et le fonctionnement de tous nos organes. Au niveau cellulaire, l'hypothermie va induire un hypométabolisme, une baisse de la consommation en oxygène, une diminution des vitesses de réaction enzymatique, donc avec un hypofonctionnement mitochondrial et cellulaire. Au niveau respiratoire, l'hypothermie va induire des diminutions de réactivité pardon, à l'hypocapnie, hypercapnie, à l'hypoxie, l'hyperoxie. Donc ça va pouvoir induire des détresses respiratoires en SSPI, également du fait que l'hypothermie inhibe le réflexe de toux, inhibe la fonction de mucociliaire au niveau trachéobronchique, inhibe également les réflexes pharyngo-laryngés, donc expose le patient à un encombrement, à des fausses routes et donc à des pneumopathies post-opératoires et des infections pulmonaires post-opératoires. Au niveau hématologique, l'hypothermie va augmenter l'affinité de l'oxygène pour l'hémoglobine et donc va rendre cet oxygène moins disponible pour le fonctionnement tissulaire et cellulaire. Donc, on a une translation vers la gauche de la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Et donc, de ce point de vue-là, l'hypothermie peut augmenter la fréquence des incidents d'hypoxie cellulaire. Au niveau rénal, l'hypothermie va induire une dysfonction tubulaire avec potentiellement une polyurie qui d'ailleurs va être amplifiée par la vasoconstriction périphérique liée à l'hypothermie qui va réduire le volume vasculaire, donc donner au rein une fausse impression d'hypervolémie qui va chercher à éliminer ce surplus volémique et donc amplifier la polyurie. Ça nous expose donc à des désordres hydroélectrolytiques comme l'hypokaliémie, l'hypophosphorémie, l'hypomagnésémie, qui pourront avoir des conséquences éventuellement des troubles du rythme au niveau myocardique. Ça expose également au risque de déshydratation. L'hypothermie est source d'iléus digestif, donc notamment dans les chirurgies abdominales majeures, la gestion de l'iléus, la reprise de transit est un élément, comme vous le savez, important pour la réhabilitation post-opératoire. L'hypothermie crée une dysrégulation glycémique en limitant la sécrétion pancréatique d'insuline. En cas de transfusion importante, on a parlé du saignement tout à l'heure, le métabolisme hépatique sera amputé et le citrate présent dans les produits sanguins labiles est métabolisé essentiellement au niveau hépatique, donc un risque d'accumulation de citrate avec les risques d'alcalose, d'acidose, éventuellement d'hypocalcémie avec le risque d'hypocoagulabilité que ça implique, puisque le calcium est très impliqué dans la coagulation. Au niveau hématologique, toujours, il y a une paralysie du système immunitaire avec une diminution de l'efficacité des polynucléaires neutrophiles, une diminution de l'efficacité de la phagocytose macrophagique pour ce qui est des bactéries. Donc avec un risque d'augmentation des infections post-opératoires majoré. Au niveau hématologique, toujours, une étude un peu ancienne où vous avez 4 graphiques 37 degrés, 32, 27 et 22 degrés. C'est pas de l'étude in vivo, hein, mais qui analyse la viscosité sanguine à différents niveaux d'hématocrite, 5 courbes sur chaque graphique, 80 d'hématocrite, 60, 40, 20, 0. Et on voit que plus la température diminue, plus à hématocrite équivalent, la viscosité sanguine augmente. Donc, l'hypothermie expose potentiellement à des accidents thromboemboliques par augmentation de la viscosité sanguine. En parallèle, si on analyse la coagulation, qui est un peu différente de la viscosité sanguine elle-même, on analyse ici à gauche la
quantité de thrombine, donc la génération de thrombine et la formation de caillots de fibrinogènes. En gris, les triangles correspondent à 27 degrés, les carrés à 32 degrés et puis les ronds à 37. On voit que plus la température diminue, moins la vitesse de formation du caillot de fibrine et moins la génération de thrombine ne sont rapides, donc moins la coagulation ne se fait rapidement. Et puis dans le même sens, à droite, on analyse le délai qu'il faut pour arriver à 10 nanomoles de thrombine. Et on voit que le délai est d'autant plus long que la température est basse. Dans le même sens, on voit ici la consommation du fibrinogène sur le graphique de gauche, et on voit que la consommation de fibrinogène, enfin le fibrinogène disponible, est d'autant plus faible rapidement que le patient est à 37, et le fibrinogène reste d'autant plus longtemps disponible, c'est la courbe en gris avec les carrés, que la température est élevée. Donc le fibrinogène est très consommé à température corporelle normale et moins consommé dans le cas d'une hypothermie. Puis sur la courbe de droite, on... Question, du coup. Ah, j'entends, mais pas très bien, de très loin. Allô, voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, je vais me rapprocher. C'est par rapport à l'état de choc. Du coup, c'est ça le principe de la triade dont on parle, l'hypothermie qui entraîne des troubles de coagulation? Oui, c'est exactement ça qu'on retrouve dans la triade létale avec l'acidose, l'hypothermie, la coagulopathie. C'est l'hypothermie qui provoque une partie de la coagulopathie. La coagulopathie, dans la triade, on en parle souvent chez le polytraumatisé. La coagulopathie, elle est liée à tout un tas d'autres éléments, mais elle est en partie liée potentiellement aussi et aggravée par l'hypothermie si le patient n'a pas été correctement réchauffé. Et l'hypothermie, elle est aggravée par l'acidose. C'est plutôt l'acidose qui est aggravée par l'hypothermie. D'accord, merci. Mais après, d'une autre manière, c'est certain qu'un patient très acide aura du mal à faire fonctionner son métabolisme cellulaire correctement. Donc, automatiquement, la thermogénèse non liée au frisson fonctionnera moins bien chez un patient acide. Et donc, de fait, ce patient sera plus facilement hypotherme. Donc, c'est sûr que dans cette triade, tout reste néanmoins un peu interconnecté, quoi. Et c'est pas les uns qui sont les causes et les autres les conséquences. Tous sont à la fois causes et conséquences dans une certaine mesure. D'accord. Et puis voilà, sur la courbe de droite, l'activation du facteur 13, on voit que cette activation du facteur 13, elle se fait d'autant plus vite et d'autant mieux que le patient est normotherme et d'autant moins bien que le patient est hypotherme. Donc, d'une manière globale, au niveau hématologique et plus précisément de la coagulation, il y a une hyperviscosité potentielle, potentiellement source de phénomènes thrombotiques, mais en parallèle, de gros troubles de l'activation de la coagulation et de la consommation des facteurs. Donc, la synthèse des deux reste néanmoins que le patient hypotherme a plutôt tendance à être à risque hémorragique, plus que thrombotique. Là, on a parlé de l'hémostase secondaire. Si on regarde du côté de l'hémostase primaire, c'est une analyse qui concerne la dynamique plaquettaire et qui compte le pourcentage de plaquettes efficaces. Donc, c'est une analyse plutôt sur le versant fonctionnel que quantitatif. Et on voit qu'à 37 degrés, que ce soit chez un patient normalement à 37 ou ayant été hypotherme puis réchauffé, la fonctionnalité plaquettaire est significativement plus élevée que chez un patient à 20 degrés. Ici, on a des températures qui sont extrêmes, mais c'est probablement vrai pour des variations moins importantes. Donc, l'hémostase primaire et la fonctionnalité plaquettaire est également altérée en cas d'hypothermie. Cette diapositive résume ce qu'on vient globalement de dire au travers des études. On a déjà un peu évoqué ces éléments-là. Diminution du débit, filtration glomérulaire, on a effectivement dit qu'il y avait une dysfonction tubulaire. Diminution de la filtration hépatique, je vous en ai parlé quand on a évoqué la problématique du citrate des produits sanguins labiles. Modification des volumes de distribution, je vous en ai parlé en parlant de la vasoconstriction périphérique qui peut avoir lieu face à l'hypothermie. Et puis, étant donné qu'il y a un hypobétabolisme, effectivement, il y a une diminution du débit cardiaque.
Autre point qui peut poser question chez les patients donc, à risque coronarien opérés en chirurgie non cardiaque. C'est une population, on le sait, en anesthésie qui est très à risque et qui est relativement fréquente, avec les facteurs de risque cardiovasculaire relativement présents et fréquents dans nos populations. L'hypothermie est à risque de provoquer un frisson, donc la thermogénèse liée au frisson. Et ce frisson, pour le coup, va être responsable, et c'est son objectif, d'une très grosse augmentation de la consommation en oxygène. Et donc, au cours d'une anesthésie et d'une chirurgie qui sont déjà en soi une épreuve d'effort pour le patient et qui sont déjà un risque en soi d'ischémie myocardique par défaut d'apport en oxygène, si vous saupoudrez cette épreuve d'effort d'un frisson lié à de l'hypothermie, la consommation en oxygène va encore augmenter et vous risquez à ce moment-là de décompenser l'équilibre coronarien et de provoquer un syndrome coronarien de type 2, donc une ischémie fonctionnelle au patient et d'avoir un infarctus fonctionnel péropératoire. Donc l'hypothermie est un élément extrêmement risqué et qu'il faut vraiment prévenir de manière très agressive chez le patient à fort risque cardiovasculaire et à risque d'événements coronariens péropératoires. Je crois que cette diapositive, elle retrace un peu ce que je viens de vous dire sur le frisson péropératoire avec augmentation de la consommation d'oxygène, majoration de l'hypoxie, majoration éventuellement du mécanisme anaérobie avec une hyperlactatémie, sécrétion de catécholamines endogènes qui vont avoir un phénomène inotrope positif, chronotrope positif au niveau myocardique et qui amplifieront les besoins en oxygène myocardique. Du coup, j'avais une question. Oui. Qu'est-ce qu'il en est du coup de l'hypothermie permissive chez les patients, par exemple, de réanimation? Alors, c'est un contexte quand même qui est bien différent. Alors d'abord, on parle plus d'hypothermie. Le terme d'hypothermie permissive, pour moi, il n'existe pas. Éventuellement, il y a le terme plutôt d'hypothermie thérapeutique. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux dire. Oui, oui, oui. Ouais, parce que l'hypothermie permissive, je ne crois pas que ce terme on l'utilise, contrairement à l'hypercapnie permissive. Avant, on utilisait le terme d'hypothermie thérapeutique, qui n'a plus lieu d'être. On utilise le terme de contrôle ciblé de la température. Il y a une conférence de consensus de la SFAR qui doit dater de 2016 ou 2017 sur cette problématique-là, qui est une problématique effectivement plutôt de réanimation, qui aborde deux sujets, le sujet notamment du post-arrêt cardiaque et le sujet du traumatisé crânien. Et la tendance globalement, même si le niveau de preuve reste modéré et ça reste très équipe dépendant, est de faire de moins en moins de contrôle ciblé de la température, avec des températures de moins en moins profondes. Notamment dans la traumatologie crânienne, on en fait vraiment de moins en moins, et pour l'arrêt cardiaque, on descend de moins en moins bas en température. Donc ça, c'est juste pour un peu le contexte. Et pour ce qui est de la réanimation, le contexte est totalement différent puisqu'on n'a pas vraiment d'épreuve d'effort comme ça peut être le cas au cours d'une anesthésie. Et on a un contrôle de l'homéostasie puisqu'on est en situation plutôt stable qui est quand même globalement bien meilleur. Donc, on peut éventuellement avoir des problèmes d'infarctus de type 2 en réanimation si on induit une hypothermie, mais c'est relativement rarement le cas. Et quoi qu'il en soit, on a un monitoring qui est quand même beaucoup plus poussé parce qu'il va y avoir les dosages biologiques, un électrocardiogramme, tout un tas de choses qui sont un peu difficiles à faire en péropératoire, quoi. Donc, c'est une problématique qui peut exister, mais qui se pose en pratique assez rarement et probablement en lien avec le fait que le patient n'est pas en pleine épreuve d'effort, contrairement à une prise en charge chirurgicale. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ok, ouais, c'est bon, c'est bon. Merci.
Euh, Du coup, ce travail fait un peu la synthèse des effets indésirables qui peuvent être induits par une hypothermie. Donc, on retrouve par rapport aux éléments un peu plus, je vous ai fait le listing un petit peu plus physiologie. Et puis là, c'est un peu les conséquences plutôt pratico-pratiques qui nous intéressent dans la vraie vie. Donc, il y a plus d'infections du site chirurgical et probablement plus d'infections post-opératoires d'une manière générale, notamment plus de pneumopathie. On a des durées d'hospitalisation qui sont plus longues quand les patients ont eu à subir une hypothermie péropératoire. On a des pertes péropératoires plus importantes, puisqu'il y a des troubles de la coagulation, comme on l'a dit. Il y a plus de besoins de transfusion, il y a plus d'événements morbides cardiaques, comme on a pu l'évoquer avec l'infarctus de type 2, plus de troubles du rythme et de tachycardie ventriculaire post-opératoire. On a plus de troubles de fonction rénale tubulaire, on a plus de curarisation résiduelle face à l'utilisation des curars, on a plus de frissons, on a des durées de réveil et des durées de séjour en SSPI qui sont plus prolongées, on a des patients chez qui on utilise plus d'amines et on a plus d'inconfort lié à la dysrégulation thermique. Donc, ce travail il a l'intérêt de vous faire un petit listing des conséquences un peu plus pratico-pratiques au-delà de la physiologie qu'on a déjà détaillée auparavant et de toutes les bonnes raisons qu'on peut avoir de gérer la température de nos patients au mieux. Ce travail vient compléter un petit peu le travail de synthèse précédent. Je le mets notamment par rapport à la chirurgie abdominale, où on revoit qu'on a effectivement plus d'iléus, plus de problématiques d'hémorragie au niveau des anastomoses, plus de problématiques de fistules, plus d'infections du site opératoire, ça je l'ai déjà dit. Donc ça vient un petit peu en complément de ce qu'on a évoqué juste avant. Autre remarque, mais on l'a évoqué également dans la synthèse, évidemment, les patients qui avaient à subir une anesthésie, une hypothermie en péropératoire avaient une durée de séjour en SSPI et en hospitalisation qui était plus prolongée. Une petite étude, alors le cours n'a pas vocation à trop parler de la pédiatrie, mais la problématique existe clairement en pédiatrie avec une population qui se refroidit probablement beaucoup plus vite, qui se réchauffe peut-être un peu plus facilement, mais qui se refroidit en tout cas très très vite et chez qui il faudra être extrêmement agressif sur la stratégie de maintien de la température. Et j'ai notamment mis pour vous parler de quelques effets secondaires dont je n'avais pas parlé avant, notamment les nausées vomissements post-opératoires qui sont également une complication de l'hypothermie péropératoire. Ici, comparer trois groupes, un groupe sans stratégie de régulation thermique, un groupe avec simplement une couverture et un groupe avec une couverture plus un système d'air chauffant pulsé. Évidemment, plus il y a de mécanismes, de dispositifs, moins les patients sont hypothermes et moins ils ont d'effets indésirables, notamment de nausées vomissements. Excusez-moi, c'est valable uniquement pour la pédiatrie, ça? Non. C'est juste que j'ai pas trouvé de. D'abord, j'ai trouvé ce papier-là, et puis effectivement, j'ai pas retrouvé d'études qui retrouvaient ça chez l'adulte, mais je pense que ça existe et il n'y a pas vraiment de raison que ça soit pas également valable chez l'adulte. Et, Okay. et le fait que j'ai pas trouvé de papier ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voici, bon, ça, je pense que vous connaissez les différents sites où on peut éventuellement mesurer et prendre la température. Voilà. Je vais passer là-dessus. Alors, on va un peu maintenant parler de qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour essayer de réchauffer nos patients. Donc, c'est la partie du cours qui est un peu triviale et vous allez voir qu'on est un peu surpris des études qui ont été publiées sur le sujet. C'est assez rigolo et la conclusion sera finalement assez triviale, mais il faut quand même le dire. Cette première étude qui montre tout simplement après une chirurgie cardiaque que les patients qui ont eu une stratégie de gestion thermique et qui ont été réchauffés de manière agressive finissent en ayant une température corporelle plus élevée que ceux qui n'ont pas eu de stratégie de réchauffement.
Bon, voilà, quand je vous parlais de trivialité, voilà un bon exemple. Donc, ceux qui sont réchauffés finissent plus chauds que les autres. Autre étude, c'est quand même c'est le New England, hein, vous avez le droit de sourire derrière vos écrans. Donc, qui a comparé plusieurs stratégies de réchauffement. Stratégie de réchauffement simplement des voies aériennes avec un réchauffeur humidificateur. Donc, c'est stratégie A. Une stratégie de réchauffement avec seulement une couverture. Stratégie B. Une stratégie avec un matelas avec de l'eau réchauffée circulant. Stratégie C. Un schéma avec 3 couvertures au lieu d'une seule. Et puis, un schéma avec une couverture à air pulsé. Et donc, on s'aperçoit que plus les patients vont de la stratégie A vers la stratégie E, mieux ils sont réchauffés. On appréciera notamment le fait qu'une couverture fait moins bien que 3 couvertures. Dans le même ordre d'idées, je crois que c'est la même étude, réchauffement des fluides qui sont transfusés en péropératoire. Donc, stratégie avec des fluides à 4 degrés, 21 degrés, 33 degrés, 38 degrés. Et les patients qui ont des fluides qui sont à 38 degrés on maintient plus facilement leur température corporelle que ceux à qui on passe des fluides à 4 degrés, 21 et 33. Donc là aussi, je vous laisse apprécier. En revanche, un peu peut-être contradictoire avec ce qu'on voit dans la pratique, une étude qui analysait, alors bon, c'est pour de la chirurgie d'épaule sous arthroscopie, l'étude dont je vous avais déjà parlé auparavant, où il comparait comme stratégie de réchauffement, de réchauffer le fluide qui servait à irriguer l'arthroscope. Et donc, eux ne retrouvaient pas de différence dans la température en fin d'intervention et ensuite en SSPI entre le groupe ayant un fluide chaud d'irrigation et le groupe n'ayant pas de fluide chaud d'irrigation. Il me semble que c'est peut-être négatif parce qu'on parle ici d'arthroscopie. C'est peut-être moins vrai si jamais on s'intéresse à de la chirurgie viscérale où mettre du fluide très chaud dans l'abdomen a peut-être un effet plus marqué. Néanmoins, j'ai cherché ces travaux-là qui se posaient justement la question dans ce contexte-là. Et malgré le fait de le faire dans une chirurgie viscérale, on mettait du fluide chaud dans la cavité péritonéale, il n'y avait pas non plus de différence. Donc les papiers que j'ai trouvés sur l'irrigation de fluide chaud dans certaines cavités corporelles semblaient pas concluants. Après, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire en pratique? Peut-être qu'il faut le faire, mais en association avec tout un tas d'autres mesures dont on a commencé à parler et dont on va parler ensuite. La question des humidificateurs chauffants pour le circuit respiratoire. Donc là, il s'agissait de chirurgie de thyroïde. Donc dans cette étude en bleu, la courbe bleue montre les patients qui avaient un humidificateur chauffant et en rouge ceux qui avaient simplement un filtre non chauffant. On voit que c'est significatif à certains moments de l'intervention, où effectivement ceux qui avaient un humidificateur chauffant avaient une température corporelle plus élevée. Après, quand on regarde le détail des différences de température, certes c'est significatif dans l'étude, mais en termes de chiffres, c'est probablement pas tout à fait significatif en pratique clinique, puisque vous voyez, hein, c'est des différences de l'ordre de 0,2, 0,3, 0,4 degrés. Donc, autant dire que je suis pas tout à fait sûr que qu'en pratique clinique, ça soit vraiment pertinent. Donc, pas tout à fait convaincu de la différence concernant les humidificateurs chauffants. C'est une méta-analyse qui faisait un petit peu la revue de tout ça, mais pas de message à vous transmettre sur cette diapositive-là. Voici un peu les matériels, mais que vous avez dû commencer à utiliser. Donc, c'est essentiellement les réchauffeurs de fluide et puis le transfuseur rapide, le fluido, qui est clairement le plus efficace pour passer des fluides à grosse température très rapidement. Après, on a ce travail qui avait comparé justement
une absence de stratégie de réchauffement versus une couverture plus une couverture à air pulsé. Et on voit que la couverture plus couverture à air pulsé est mieux qu'une couverture et mieux que rien du tout. Donc, le message vers lequel on s'achemine, parmi tous ces messages qui peuvent paraître vraiment, vraiment triviaux, c'est qu'il faut probablement associer les moyens. Il faut probablement associer les moyens. Alors certes, c'est toujours la même étude. Les différences, encore une fois, en température absolue sont très, très petites. C'est de l'ordre de 0, d'un demi-degré peut-être. Donc cliniquement, je ne suis pas sûr que ce soit pertinent, mais statistiquement, ça l'est. Donc il faut probablement associer les moyens. Et les moyens qu'on a, c'est ceux qu'on a commencé à évoquer. La couverture à air pulsé, les réchauffeurs de fluide et plus ou moins les réchauffeurs humidificateurs pour le circuit respiratoire. Donc, c'est ce que nous dit cette étude qu'on a déjà évoquée sur les patientes qui bénéficiaient d'une césarienne, où ils ont pour le coup combiné réchauffement des fluides plus couverture à air pulsé. Et là, évidemment, celle qui avait une stratégie combinée a terminé, que ce soit en fin d'intervention ou en SSPI, avec une température corporelle plus élevée. Donc, ces études, elles peuvent paraître un peu idiotes comme ça, mais ceci dit, ça a le mérite d'être mis en évidence. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est probablement qu'il faut être très incisif sur toutes les interventions, précoce dès le début de l'intervention, envisager des stratégies de réchauffement, quel que soit le type d'anesthésie, ALR ou anesthésie générale, essayer peut-être de cibler les patients un peu plus vieux pour des chirurgies électives, dans les chirurgies à risque de saignement. Et puis, combiner les moyens qui sont à notre disposition, couverture chauffante, réchauffeur de fluide, plus ou moins réchauffeur humidificateur de circuit respiratoire. Et puis tout ça en ayant en tête tous les effets indésirables dont on a parlé, notamment le risque septique, le risque hémorragique avec les troubles de la coagulation, et les risques cardiovasculaires de troubles du rythme et d'ischémie myocardique silencieuse. Je vous rappelle ici les principaux facteurs de risque qu'on a déjà évoqués. La dernière chose, c'est qu'il peut même être intéressant de commencer le réchauffement et d'avoir une attitude et une stratégie qui commence avant même la descente au bloc opératoire et dans les salles de transit et d'attente avant de rentrer en salle d'intervention. Il est probablement intéressant de réchauffer les patients donc à ces moments-là, et y compris durant la réalisation d'une ALR, avant même l'induction de l'anesthésie générale. Cette étude qui montrait en haut les ronds, ceux qui ont été réchauffés avant l'ALR, pendant l'ALR, c'était de l'anesthésie périmédulaire. Les triangles sont ceux qui ont été réchauffés uniquement après l'ALR et pendant l'AG, et en blanc, ceux qui n'ont été réchauffés que lorsqu'ils commençaient à être hypothermes au cours de l'anesthésie générale. Donc, plus précoce on est, plus efficace on sera. Voilà, j'en ai terminé sur ce cours qui est souvent un petit peu plus rapide que prévu, et on peut répondre à vos questions si vous en avez. Bien. Est-ce que vous avez des questions? On va peut-être mettre le micro. Et les vidéos aussi. Moi, je me demandais s'il y avait des études par rapport justement à l'outcome, par rapport à des stratégies de réchauffement et de pas de réchauffement, en fait, sur certaines opérations, parce que je pense que ça doit être… là, il y a énormément d'études qu'on fait sur justement la température, mais sur les outcomes des patients. Alors, c'est-à-dire ta question, c'est est-ce qu'il y a des études où on a réchauffé les patients versus on ne les a pas réchauffés, Ouais. et on a étudié l'outcome. Ouais. Globalement, je sais plus si c'est le montage exact des études que j'ai montrées, mais globalement, ça correspond aux études qui justement montraient qu'il y avait plus de sepsis post-opératoire, des durées d'hospitalisation plus prolongées, des événements cardiovasculaires plus fréquents, des troubles du rythme plus fréquents. Donc tout ça, c'est de l'outcome, c'est de la morbidité liée à… C'est justement l'objet des travaux que je montrais,
pour bien dire que ce n'est pas juste des anomalies physiologiques qui ont été mises en évidence, et ce n'est pas juste faire de l'homéostasie pour se faire plaisir, c'est que justement faire de la normothermie, c'est justement avoir un impact sur le devenir des patients, sur le niveau d'infection, l'hémorragie, les éléments cardiovasculaires, la durée d'hospitalisation, etc., etc. Donc, les études sur l'outcome, il y en a et elles sont significatives, quoi. Après, c'est sûr que là, l'anesthésie-réanimation, d'une manière générale, est maintenant, pour démontrer le bénéfice d'un acte sur le pronostic du patient, ça devient très difficile parce qu'on fait quand même de la médecine assez pointue, assez moderne. Donc, probablement qu'il faut associer les mesures pour réussir à montrer le bénéfice pour le patient sur le long terme, quoi. Réussir à montrer que garder un patient à 36 au lieu de 35,5 sur une intervention de 1h30 sur son pronostic à long terme, savoir s'il va mourir à 70 ou à 75 ans, ça reste hyper difficile maintenant vu la qualité des soins qu'on peut fournir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le cours d'Adrien? Qui donne quand même pas mal de clés d'explication sur nos pratiques et du coup, c'est intéressant, quoi. Pour le réchauffement, par rapport aux couvertures dessus, dessous, est-ce qu'il y a des trucs vraiment à faire, à pas faire? Enfin, je sais que faut pas réchauffer dans les draps ou des choses comme ça. Enfin, faut vraiment Effectivement, expliquer j'en ai pas parlé. Non, c'est principalement ça. Ouais, c'est que effectivement, peut-être qu'une mauvaise habitude qu'on peut avoir, c'est de mettre effectivement le Berruger parfois enroulé dans le drap ou pas utilisé de manière conventionnelle. Et c'est sûr que pourtant j'ai pas mis d'éléments là-dessus, mais il y a clairement des cas de brûlure si on met la soufflerie du Berruger à 43 dans le drap du patient. Ça, c'est certain, quoi. Donc ça, effectivement, il faut faire attention. L'autre chose dont on peut parler, qui est anecdotique, mais où ça peut quand même exister, c'est le type de monitoring de la température qu'on peut éventuellement utiliser. Il faut notamment avoir en tête, ça vous concernera peut-être pas trop, mais qu'il y a une résistance dans les sondes urinaires thermiques qui ne passent pas à l'IRM. Donc, il faut changer la sonde du patient ou enlever la thermistance qui est à l'intérieur de la sonde, parce qu'il y a une brûlure des voies urinaires. Et pour ce qui est des monitorings de température œsophagiens qu'on passe souvent par la bouche, parfois par le nez, il y a un risque potentiellement quand même hémorragique, même s'il est faible au niveau nasal, quoi, surtout si c'est un contexte d'urgence, de traumatisé. Donc, il faut avoir en tête qu'un patient qui a un trouble de l'hémostase, on peut le faire saigner en mettant une sonde de monitoring. Et puis, le monitoring rectal, je pense que ça s'applique. Je pense jamais le faire chez l'adulte. C'est peut-être un truc qui reste en pédiatrie, mais encore, il faut quand même penser aussi au traumatisme rectal selon le dispositif qu'on va utiliser en pédiatrie. Donc, tout ça, c'est des choses extrêmement rares, mais il faut rester précautionneux quand même là-dessus, quoi. Adrien, j'ai peut-être loupé la partie où vous l'avez traité, mais du coup, est-ce qu'il y a eu des études sur le surchauffage? Sur le surchauffage. Non-monitorage, le non-monitorage, je vois bien. qu'on surchauffe, pour qui, enfin, à l'époque, alors, on mettait les matelas chauffants dessous, la couverture dessus, voilà, et du coup, on se rendait compte à la fin, puisqu'il n'y avait pas un monitoring aussi poussé, et même encore maintenant, il y a des chirurgies qu'on ne monitore pas, on se rend compte que on sort des patients chauds, voire hyper chauds, et est-ce que du coup, il y a eu des études sur… Alors, les études sur le sujet, j'en ai pas vu, mais j'en ai pas cherché. Donc, ceci dit, ça pourrait être intéressant. C'est vrai qu'en pratique, ça arrive, mais c'est vrai que c'est pas hyper fréquent.
À mon avis, déjà, le premier truc qu'il faut avoir en tête, c'est quand même l'hyperthermie maligne, si jamais la situation devait se produire. Et puis, effectivement, comme ils disent bien dans les dernières RFE de l'hyperthermie maligne, il faut avant tout monitorer les patients. Et après, non, les données, c'est vrai que je ne les ai pas cherchées sur ce point. Je pense que la solution, elle réside tout simplement dans le fait de dire qu'il faut monitorer les patients et qu'a priori, si on les monitore, on sera capable, pour le coup, d'éviter cette complication-là, même si ce n'est pas la plus fréquente, elle peut effectivement exister. Est-ce qu'il y a eu des études sur le monitoring de la température, à savoir en gros dans l'exercice anesthésique, combien de pourcentage, on va dire, sur une chirurgie lambda, combien de pourcentage on a de monitoring en fait? Parce que la réalité du terrain, c'est que souvent les sons coûtent cher, donc on n'utilise pas, ou on fait du tympanique, mais on a un tympanique pour de salles, voire avec la SSPI. Enfin. Et du coup, alors, je sais pas quel taux est monitoré, mais c'est certain, à mon avis, qu'en pratique, le monitoring, bon, c'est bien beau de dire qu'il faut le surveiller, qu'il faut s'en préoccuper pour tout le monde et qu'il faut le faire. Je pense qu'en pratique, c'est sûr que c'est pas ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, on se dit qu'une chirurgie d'une heure chez quelqu'un de jeune, même s'il est un peu frais à la fin, ce ne sera pas très grave. Donc, le taux de monitoring réel, je ne sais pas de combien il est. Mais oui, c'est sûr qu'à mon avis, si on est à 20% de toute chirurgie confondue, à mon avis, c'est tout à fait possible, quoi, parce qu'à mon avis, en clinique, la plupart des chirurgies, il n'y a pas de monitoring de la température, et au final, on doit se retrouver avec surtout du monitoring de chirurgie majeure, quoi. Pédiatrie exclue probablement, parce qu'en pédiatrie, je pense que le monitoring est beaucoup plus élevé. Mais... D'accord, oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Du coup, vous aurez une pause plus longue que prévu avant 15h30, le cours de Jean-Noël. Pour aller s'occuper de vos enfants. Oui. Et je vais faire pareil. Ah oui. Bon, très bien. Juste avant qu'on se quitte, merci Adrien. Si vous voulez y aller, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci. Juste avant qu'on se quitte, j'ai regardé le cours, les questions que vous avez posées sur le cours de Monsieur Vanzetto concernant. Je vous laisse du coup. Oui, allez-y, Adrien. Merci à beaucoup. tous, bonne journée et bon courage. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci. J'ai regardé donc les questions que vous avez posées sur le cours du professeur Vanzetto, cours qui vous avait été mis à disposition la semaine 14, donc c'est la semaine 30 mars, 4 avril, quelque chose comme ça. Là, je suis en train de négocier avec lui pour qu'il puisse revenir et répondre à vos questions. Il y a 3 questions. Donc, lui, il va venir, mais pour répondre aux questions. Donc, il ne refera pas un cours sur la formation de l'ECG. Donc, moi, je vous invite, d'ici que je fixe la date, donc je lui demande pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, à revoir le cours et à reposer des questions, enfin à poser des questions, parce qu'autrement, ça va être assez rapide. Il va reprendre les 3 questions que je vais lui proposer et puis on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, quoi. Parce que son cours, il était un peu dur. Le cours sonorisé avec les slides en anglais? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez pu regarder l'autre, son PowerPoint de l'année dernière aussi? Non, je n'ai pas regardé celui-là. Parce qu'en fait, sur tout ce qui est l'électrophie, enfin la CG de manière générale, vous avez quelque part 3 cours. Vous avez le cours de sonorisé du Dr Rubuo, donc ça que vous avez eu. Vous avez le cours PowerPoint du professeur Vanzetto qui avait été proposé l'année dernière, mais qu'il a fait en présentiel. Donc, il m'a mis à disposition le cours sonorisé qu'il propose aux médecines. L'intérêt, c'était que par rapport à son PowerPoint brut, il y avait quand même des explications sonores. Et il y a quand même, je pense, des slides qui doivent, je n'ai pas tout regardé dans le détail, mais peut-être qu'il y a des slides qui doivent se regrouper avec son cours. Donc, voir s'il y a des choses que vous pouvez élaguer et voir s'il y a vraiment des explications que vous pouvez retrouver sur le cours qu'il propose en présentiel. En fait, vous avez 3 supports, mais le but, c'était que vous ne gardiez pas que le PowerPoint parce que le travailler tout seul, ça allait être compliqué. Là, vous avez quand même eu ces explications, quoi. Après, c'est
c'est compliqué, mais c'est bien expliqué quand même, je trouve. Enfin, faut le relire. Ben, ouais, moi, je l'ai écouté à refaire un plusieurs moment. Je fois, pense ouais, je suis assez d'accord avec vous. Tu dois effectivement. Bien, mais c'est vrai qu'à mettre en pratique là, comme ça sur un ECG. Ouais, ouais. Après, encore une fois, c'est un cours de médecine. Donc, moi, je vous demande quand même de regarder le cours qui a été proposé l'année dernière. Je crois que je vous l'ai mis sur FTA, il me semble. Oui. Son PowerPoint brut et voir quel est le niveau de pertinence qu'il vous demande. Ne partez pas dans le développement médecine si à un moment, je pense il faut mettre en cohérence ces deux cours, quoi. Mais j'ai trouvé chic de sa part quand même de proposer ce cours parce que voilà, à l'époque, c'était au début du confinement et c'était loin d'être sûr qu'on puisse faire des classes virtuelles. Donc, il avait trouvé un modus vivendi, comme on dit. Ok. Il nous avait fait un quiz en prépa. Il ne pourrait pas nous faire à peu près la même chose pour voir si on a bien compris justement les… Je peux lui proposer, lui dire que vous êtes assez demandeur sur cette méthodologie d'évaluation. Pour autant, ça n'empêche pas que s'il y a des points de troubles, enfin d'incompréhension, il faut vraiment lui poser. Parce que si vous avez ça au partiel, le quiz, ça va être une chose, mais peut-être qu'il ne va pas vous poser des quiz au partiel si ça tombe. Donc, c'est ça ma question, Aurélia. Du coup, en gros, on peut se dire qu'il va nous mettre des tracés ECG et savoir interpréter au partiel. Alors, vous allez voir dans les annales, c'est ce qu'il déjà il a proposé, mais il peut proposer tout autre chose. Moi, je n'ai pas la main sur les modalités qu'il peut vous proposer ou sur le sujet ou on va dire la version qu'il peut vous proposer. Il peut proposer autre chose. Regardez les annales, alors vous ne les avez pas, du coup, il faudra que je vous les… Mais effectivement, il avait proposé un ECG avec détermination, c'était un bloc de branches, voilà, premier, deuxième degré, enfin voilà, il y avait des choses comme ça. Mais peut-être que l'année prochaine, ou cette année, si je lui demande des questions, peut-être qu'il va changer, hein, j'en sais rien. Non, mais demandez pas des questions. Ah bah, à un moment, il va y aller avec un petit peu de matière. Hein, donc, là, je vais faire un partiel sans question. Donc, voilà, ce que je vais vous dire par là, c'est que s'il y a des questions, posez-les. Je vous donnerai la date d'ici vendredi, si on arrive à échanger. Et je veux que vous posiez un peu plus de questions parce que je ne veux pas que vous partiez au partiel sans avoir compris complètement le CG. Ouais, je réagis à ce qu'a mis Céline, moi, dans les commentaires. Est-ce qu'il pourrait nous faire des entraînements de lecture de CG en classe entière? Ce serait pas mal, je pense. Peut-être, ouais, je vais lui poser la question et voilà. Ce qui n'empêche pas, comme je disais Tudal, que vous posiez aussi des questions. Parce que lui ne viendra pas avec un cours, ça c'est sûr, ça ne fait pas partie des modalités pédagogiques qu'on a convenues ensemble. Lui, il ne refera pas son cours, c'est sûr que non. Donc voilà, c'est vraiment déjà vous éclaircir les points qui, pour vous, encore ont besoin d'être éclaircis et effectivement, aller un peu plus loin sur l'interprétation. Je vais lui en parler. Donc voilà, Sonia, oui, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Sonia me dit, est-il possible qu'il nous propose des ECG et nous mette la correction? Je vais lui demander si, dans le temps de sa classe virtuelle, il peut proposer des ECG et voilà, vous les faire analyser. Et voilà. OK. Donc, pensez bien à ce cours. On se revoit à 13h30, 13h28, quoi. 13h30. 15h30. Je repars en arrière, moi. Aurélia? Oui. Tant qu'on est qu'entre nous… Attendez, alors j'arrête l'enregistrement.